vérifier que c'est bon. Bonjour à tous. Alors, c'est le début, là, normalement la réunion commence à 10h30, on n'est encore pas beaucoup, mais je vais commencer quand même à me présenter. Je suis ravie de vous accueillir pour cette réunion d'information. Alors, juste, je vais me mettre, attendez, juste un instant, voilà. Voilà, donc je suis ravie de vous accueillir. Donc je vous dis bonjour pour cette réunion sur les informations sur les techniques non chirurgicales, c'est-à-dire sans chirurgie, pour aider à la perte de poids. Moi, je vais me présenter. Donc, je suis le docteur Viana Costil, je suis gastro-entérologue et je pratique depuis de nombreuses années de l'endoscopie dite interventionnelle. En fait, ça veut dire que par les fibroscopies, en particulier dans ce cas-là, on peut faire des gestes sans ouvrir le ventre, sans même faire de célioscopie comme pour les chirurgiens. Et donc, depuis plusieurs années, on a des outils maintenant, des techniques pour aider à la perte de poids qui peuvent se faire au cours d'une fibroscopie de l'estomac. J'ai depuis très longtemps été intéressée par la pose du ballon gastrique, puisque ça a commencé dans les années 2000, et où j'ai été me former à l'étranger. Et donc, j'ai commencé cette technique, puisqu'elle était disponible, il y a à peu près 23 ans maintenant. Les patients, quand j'ai commencé à le faire, m'ont donné envie de mieux comprendre leurs problématiques, ce qui fait que j'ai repris des études de nutrition et surtout j'ai écouté beaucoup les patients et pour comprendre comment la perte de poids durable, c'est difficile, même si nous on a des outils pour vous aider au départ. Et de fait, je fais ces réunions pour informer les gens des techniques que je pratique, puisque je suis très investie dans cette prise en charge de l'obésité, mais aussi de l'accompagnement. Depuis maintenant 11 ans, 12 ans même, une nouvelle technique a fait son apparition qui s'appelle la sleeve gastroplastie endoscopique, dite aussi endosleeve maintenant, qui permet de réduire la taille de l'estomac aussi par les voies naturelles. Donc toute cette réunion est organisée sur ces deux sujets et sur l'accompagnement parce que c'est tellement important que j'y consacrais un certain temps. Alors, on va pouvoir maintenant commencer plus la réunion. Je suis accompagnée de mon assistante Jennifer, qui travaille avec moi quotidiennement, qui sera votre interlocutrice si vous appelez au cabinet. Et Jennifer, en fait, va prendre toutes vos questions. Maintenant, c'est une réunion avec un petit nombre de personnes qui est d'informations pour les patients, donc qui est interactive. Je vous demande de poser toutes les questions que vous voulez. Via Jennifer, vous l'envoyez, vous lui écrivez, parce que si tout le monde parle, c'est compliqué. Après, ça fait un brouhaha. Et je répondrai à toutes vos questions. Alors, j'ai un petit bémol, je devais avoir une personne qui avait témoigné de l'endosleeve ce matin, qui malheureusement a eu un problème familial et qui a dû annuler, et comme c'était hier soir, je n'ai pas pu trouver quelqu'un pour la remplacer. Mais sur le site Ballon-Gastrique, il y a beaucoup de témoignages, plusieurs témoignages anciens, à la fois sur les ballons gastriques et sur l'endosleeve. Et j'essaierai, même si moi, je n'en ai jamais eu, de répondre à des questions plus adressées à des patients. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je passe la parole à Jennifer pour qu'elle se présente. Moi, comme l'a dit le docteur Cossi, je suis Jennifer, sa secrétaire. On pourra se rencontrer potentiellement au cabinet. Et n'hésitez pas donc à poser toutes vos questions dans la bulle de discussion juste en bas. Et je les poserai ensuite verbalement pour que quand même tous ceux qui sont là puissent l'entendre au docteur Costil qui répondra verbalement et non pas par écrit. Mais on le fait par écrit pour pas évidemment qu'il y ait d'interruption tout le temps. Et de bien garder aussi vos micros fermés pour éviter tout ce qui est parasite. Et encore une fois, écoutez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'importe lesquelles vraiment. Elle y répondra avec plaisir. Très bien, donc on va commencer. Déjà par le plan. Tout d'abord, comment prendre en charge la surcharge pondérale. Deuxièmement, les ballons gastriques, leurs indications, leurs contre-indications, l'efficacité. La sleeve gastroplastie endoscopique. Et enfin, comment maintenir la perte de poids, c'est obtenir une perte de poids durable dans le temps.
Alors, tout d'abord, comment prendre en charge l'obésité? En fait, l'obésité, beaucoup de gens, quand ils viennent me voir, pensent que j'ai essayé, j'ai fait plein de régimes, j'ai fait le yo-yo, je manque de volonté, j'y arrive plus. Les gens sont en souffrance. Mais en fait, l'obésité, ce n'est pas vraiment dû à un manque de volonté. Les gens, en général, quand ils viennent me voir, ils ont perdu de nombreux kilos pour en reprendre encore plus, mais ils ont fait beaucoup d'efforts qui n'ont pas été efficaces dans la durée. Parce qu'en fait, l'obésité, c'est une maladie chronique, complexe, qui dépend de nombreux facteurs, les facteurs de la famille, si vous avez dans votre famille des gens qui sont en obésité, ben, vous aurez peut-être, vous serez favorisé pour, si vous ne faites pas attention, si vous mangez, enfin, c'est des problèmes dans la vie psychologique qui vous font manger plus, vous prenez plus de poids que quelqu'un d'autre, des problèmes métaboliques, des problèmes de comportement, comment est-ce que vous avez été élevé, si on a été élevé à finir toujours ses assiettes, ben, c'est compliqué de s'arrêter quand on n'a plus faim. Des facteurs culturels, quand on habite par exemple dans une région du Nord, ce n'est pas la même chose que quand on habite au Maghreb, au niveau de la culture culinaire. Les choses sont plus riches par exemple au Maroc, avec du sucré, des choses grasses, etc. Les facteurs psychologiques, beaucoup de gens ont des relations entre les émotions et la nourriture. Et si on ne fait pas une pause et qu'on ne se pose pas la question, est-ce que dans certaines circonstances, je mange parce que j'ai des émotions, et si on n'essaie pas d'avancer, ben on risque d'être rattrapé par ça. Et puis des questions environnementales. Donc c'est pour ça que la prise en charge d'une personne en surcharge pondérale, elle doit être personnalisée. C'est-à-dire que ce n'est pas je vous donne une liste, la diète, je vous donne une liste, vous mangez des haricots verts, ça vous le savez déjà, ça ne marche pas bien. Il faut qu'elle soit personnalisée. Donc, en fait, il faut vraiment qu'il y ait un dialogue entre la diététicienne et, si besoin, la psychologue pour que vous puissiez changer de comportement alimentaire et ne pas rechuter. Alors, quelle que soit la technique, donc, il faut se faire accompagner, se faire aider. Il y a parfois des gens qui ont fait des régimes tout seuls et qui ont fait beaucoup d'efforts, mais qui, finalement, ont aggravé leur problème de poids. Il est temps, quand on vient pour faire une technique d'aide à la perte de poids, de se faire aider. C'est ce que je dis à mes patients, et les gens l'entendent très bien, en fait. Parce que tout seul, c'est dur. Même si au départ, la technique va vous aider à perdre plus vite et à être motivé. Ça, c'est vrai. Mais à long terme, il faut toujours penser au coup d'après, en fait. Alors, avant une procédure, quelle qu'elle soit, il faut voir le gastro-entérologue. En l'occurrence, vous venez voir pour avoir une information. On va évaluer avec vous quelle est votre problématique personnelle, comment vous avez pris du poids, les facteurs a priori que vous avez identifiés, quels sont vos antécédents familiaux, personnels, les médicaments que vous prenez, les chirurgies que vous avez eues. On va voir si effectivement c'est une bonne indication pour vous ou s'il n'y a pas de contre-indication, parce que parfois ça arrive. On va vous expliquer l'acte technique sur lequel vous voulez être informé. Ensuite, à la fin de consultation, je vous donnerai, moi, en tout cas en ce qui me concerne, une prise de sang à faire, un contact pour voir une diète et une psychologue. Jennifer vous donne tout ça, évidemment par écrit. Et vous revenez ensuite avec le résultat des 2 consultations et du bilan sanguin. On fait une échographie abdominale pour voir si le foie n'est pas graisseux, parce que dans l'obésité, il peut y avoir effectivement le foie qui est gras. Et dans ce cas, ce n'est pas grave, mais il faut peut-être le confirmer que ça s'est guéri quand on a perdu du poids. Ça, c'est le travail des gastro-entérologues, ce que je suis, donc, forcément. Donc, j'ai un échographe au cabinet et c'est là, moi, que je vous fais, assez spécialisé pour ça, où j'évalue donc ces scores. La diététicienne que vous irez voir ou le médecin nutritionniste, il faut qu'elle ait une approche comportementale pour vous permettre on y reviendra plus tard, de changer de comportement alimentaire et non pas d'être en restriction. Le psychologue aura un échange avec vous, puisque notre consultation, ce n'est pas un échange sur des problèmes de lien émotion-nourriture. Donc, c'est bien de se positionner au cours de cet échange avec le psychologue. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un suivi psychologique ou psychiatrique, hein, mais c'est toujours intéressant, surtout si plus tard, vous voyez que vous rechutez ou vous commencez à sentir que quelque chose ne va pas ou que vous ne perdez plus, de revoir s'il n'y a pas quelque chose à faire de ce côté-là. Enfin, il est important de faire de l'activité physique. Je parle bien d'activité physique, j'y reviendrai pas forcément de sport. Donc, si vous pouvez faire un bilan avec quelqu'un, les STAPS-APA, qui sont des professionnels de santé, qui ont une formation aussi, donc qui sont des sportifs de haut niveau, ça peut être intéressant. Mais beaucoup de gens aussi ont une culture déjà de l'activité physique. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, les ballons gastriques.
En fait, il y a plusieurs ballons gastriques. Historiquement, l'Orbera, celui-là était le premier. C'est un ballon qui dure 6 mois. Vous voyez, il est en silicone. Ça, c'est quand il est gonflé. Ça, c'est quand il n'est pas gonflé. Et quand il est gonflé, il fait 550 cc en général. C'est entre 500 et 700, mais au-delà, vous risquez de ne pas le tolérer. Donc, en général, on fait 550-600 max au départ. Et du coup, une fois qu'il est gonflé sous contrôle endoscopique, je vais y revenir, on le largue et il se promène tout seul dans l'estomac. Il y a les ballons à l'air, Héliosphère Nutec, qui durent 6 mois, qui sont gonflés avec de l'air. Donc, plus léger au niveau du poids, mais même diamètre. Le Spatz, c'est un ballon qui existe depuis un certain temps, qui est un ballon d'1 an qui avait l'intérêt d'être ajustable, ce qui fait qu'au bout de 6 mois, on peut éventuellement, il dure 1 an, mais au bout de 6 mois, on peut le regonfler pour que l'estomac se réadapte à lui et qu'on perde encore plus de poids. Parce que comme au bout d'un moment, l'estomac s'adapte au ballon, le fait de le regonfler, c'était une bonne idée finalement. Sauf que bon, moi j'en pose de moins en moins parce qu'ici, je trouve que la valve entraîne parfois des ulcérations, donc j'ai retiré le ballon plus tôt. Et surtout parce que l'Orbera 365 est arrivé sur le marché et que lui dure 1 an aussi. Il n'est pas ajustable, mais que finalement, je n'ai pas trouvé que les gens perdaient beaucoup plus de poids, moins de poids avec celui-là qu'avec le précédent. Et comme le regonflage avait un coût, je trouve que finalement, autant avoir un ballon qui dure 1 an sans le réajuster. Le petit dernier ellipse, qui s'appelle en fait Allurion maintenant, parce que c'est commencé par la société Allurion, et ils ont décidé de mettre ce nom sur le ballon. C'est une grosse capsule reliée à un petit cathéter, un petit fil en plastique, que vous avalez sans anesthésie. Celui-là, les autres se posent par endoscopie. Celui-là, il se fait en radiologie. On contrôle, une fois que vous avez avalé la capsule, je suis là bien sûr avec la manipulatrice radio, que le ballon est descendu dans l'estomac en quelques minutes en buvant de l'eau. On le gonfle et on contrôle en radiologie qu'il est bien placé. Ensuite, je tire sur le cathéter et le ballon se libère. Et il dure 4 mois. Et il a une valve qui est ici, petite valve, qui va s'ouvrir spontanément au bout de 4 mois et qui permettra que le ballon se vide et part tout seul le long du tube digestif pour s'éliminer dans les selles. Donc, c'est assez intéressant. Alors, à qui s'adressent les patients en surcharge pondérale et en obésité ? C'est pour les patients qui ont au moins ce qu'on appelle l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, au moins supérieur à 27. Un indice de masse corporelle, c'est le carré, c'est la division entre le poids et le carré de votre taille. Ce n'est pas la même chose de faire 1m90 et 90 kg et 1m50 et 90 kg. Donc, on détermine un indice en fonction de ce calcul qui est corrélé au risque de complications cardiovasculaires liées à la surcharge pondérale et à l'obésité. Parce que l'obésité, c'est un sujet peut-être esthétique, de bien-être, mais c'est aussi un sujet de santé avec le temps. Donc, cet indice est corrélé au risque cardiovasculaire. Les patients qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 40 et qui pourraient bénéficier de la chirurgie peuvent bien sûr bénéficier d'un ballon gastrique, même si l'outil est un peu moins adapté parce qu'ils perdront moins avec un ballon qu'avec de la chirurgie en 1 an. Mais bon, ils perdront quand même. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne perdra pas autant qu'avec la chirurgie. Si on a 40 kilos à perdre en 1 an, on ne les perdra pas avec un ballon, mais on perdra quand même une partie. Donc on ne refuse pas aux gens, bien sûr, de leur poser un ballon. Il faut, en général, les gens ils ont déjà fait des régimes tout seuls, nombreux. Ils ont fait des prises en charge souvent aussi, des régimes hyperprotéinés, des régimes hypocaloriques, et ils ont fait le yo-yo. Donc, ils ont progressivement, d'un surpoids, monté à l'obésité. Donc, c'est ces gens-là chez qui, en général, on pose un ballon. Après, quelqu'un qui a eu 2 grossesses, qui a essayé de faire des régimes et qui est toujours en surpoids, on peut aussi lui poser un ballon, bien sûr. Il y a quand même une règle, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de cicatrices sur l'estomac. C'est pour ça que si vous avez déjà été opéré d'une chirurgie de l'obésité, par exemple, ou d'un reflux, ou quoi que sur l'estomac que vous ayez eu, il ne vaut mieux pas poser de ballon parce que du fait des contractions de l'estomac sur la cicatrice, il y a quand même un risque de fragilité de l'estomac. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Alors, les ballons qui s'introduisent par l'estomac, vous voyez, ça c'est un gastroentérologue qui a un appareil, bien sûr ça se fait sous anesthésie, ça dure 1/4 d'heure en moyenne. Le patient est endormi donc pendant 1/4 d'heure avec
quelque chose d'assez léger, puisqu'il peut repartir 2 heures après. On regarde sur écran ce qui se passe et le principe, c'est donc d'introduire le ballon non gonflé, comme je vous ai montré tout à l'heure, de le gonfler sous contrôle endoscopique sur l'écran, et une fois qu'il est bien placé, bien gonflé, de le larguer en tirant sur le cathéter. Ce n'est pas très difficile techniquement. Son effet, c'est un effet starter, c'est-à-dire qu'il va ralentir la vidange de vos aliments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mangerez, vous serez rassasié pour des quantités plus petites. Vous sentirez pleine, quoi. Donc, vous mangerez moins. Parce que si vous mangez plus, vous risquez de ne pas être bien, voire de vomir. Et vous allez vite le comprendre. Donc, ça va vous permettre de vous rééduquer, de se dire, est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'ai encore envie? Avec le ballon, ça va être mécanique. Mais après, il faut que le cerveau prenne le relais. Cela dit, votre estomac, progressivement, il va s'adapter au ballon. Mais ça va se faire très doucement et il sera efficace jusqu'à la fin, puisque quand on va retirer le ballon, il y aura encore, si vous n'avez pas fait le régime spécifique que je vous demande de faire la semaine qui précède, vous risquez d'avoir trop d'aliments dans l'estomac pour que je puisse le retirer dans des bonnes conditions. Donc, il marche toujours, mais c'est moins impressionnant qu'au début, où au début, les premiers jours, on ne mange pas grand-chose, après, on mange normalement pendant toute la durée. C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que je vais manger? Non, on mange normalement. On évite les boissons gazeuses, mais on mange normalement. Mais moins. Et le résultat, forcément, va être l'effet temporaire. Donc, ça veut dire que quand on va retirer le ballon, votre estomac, il est comme avant. Il n'est pas plus petit, il n'est pas plus gros, il est comme avant. Donc, le résultat durable, c'est si vous avez... Il faut utiliser ce ballon comme un starter, mais aussi comme une béquille pour changer de comportement en se faisant aider. C'est ça le principe, en fait. Voilà. Alors, l'efficacité, c'est efficace pour démarrer les pertes de poids, ça c'est clair. Les gens sont souvent en souffrance, ils n'y arrivent plus, c'est difficile. Et là, vous pouvez perdre souvent entre 10 et 25 kilos avec un ballon, mais ça va dépendre du type de ballon. Évidemment, 4 mois, c'est plus court, ça sera plutôt une perte de poids de moyenne de 10 kilos. 6 mois, c'est plutôt 12-15. Et 1 an, c'est plutôt 18-20 en moyenne. Mais c'est aussi fonction de votre poids initial. Si vous avez un IMC par exemple à 39, vous perdrez plus que vous avez un IMC à 28. Parce que d'emblée, on perd plus quand on est en plus en surpoids. En termes de kilos, mais en termes d'IMC, ça revient au même. Ça dépend aussi de votre motivation. Donc, elle s'entretient, la motivation, d'où l'aide importante associée. De la prise en charge aussi, donc avec la diététicienne ou le médecin nutritionniste, de la reprise d'activité physique et de vous faire aider si vous n'y arrivez pas, éventuellement psychologique s'il y a besoin. Après la pause du ballon, les jours qui suivent, vous ne mangez pas grand-chose, c'est plutôt compote yaourt pendant 2-3 jours. Après, il y a des gens qui mangent plus et puis il y a des gens qui mangent un peu moins, qui prennent que des liquides pendant 2-3 jours. Parce que l'estomac, l'estomac, il va se dire qu'est-ce que c'est ce ballon-là, il veut l'éjecter. Donc, vous pouvez avoir des contractions, vous pouvez avoir des brûlures à l'estomac, des remontées d'acidité, des vomissements. Personnellement, je vous donne pas mal de médicaments. Je vous propose même une hospitalisation de 24 heures si vous préférez. Ce n'est pas une obligation, c'est au choix. Soit c'est en ambulatoire, soit vous ressortez le lendemain matin. Après, je vous ai eu au téléphone, je vous ai vu si je suis à la clinique. Mais les effets secondaires, en moyenne, sont de 3 jours. Et c'est donc pour ça qu'en général, je fais un arrêt de travail quand les gens travaillent de 3 jours. Sauf si les gens sont vraiment en télétravail, sont chez eux. Mais en général, je les pose le jeudi après-midi. Donc, j'arrête les gens jusqu'au lundi soir. Je vous donne pas mal de médicaments que vous aurez achetés en amont et qui vous permettront de diminuer les effets secondaires, voire de les prévenir. Bien sûr, si malgré les médicaments, vous n'êtes pas bien, mais vraiment pas bien, vous appelez la clinique soit le week-end, soit dès lundi, Jennifer, qui donc est ici avec nous aujourd'hui, pour qu'on me prévienne et que je vous rappelle. Alors, comme je vous ai dit, les jours qui suivent, c'est plutôt yaourt, compote. On boit des petites quantités d'eau, de thé, de bouillon, ça dure 3 jours. Et puis, en général, on arrive à manger normalement. Parfois, non. Ça dure un peu plus. Donc, il faut manger à ce moment-là plutôt des purées, des compotes, des choses moulinées. Pas reprendre tout de suite des spaghettis à la carbonara, mais vous n'aurez pas tellement envie, cela dit. Des boissons suivant votre tolérance, en évitant toujours les boissons gazeuses. Donc, ça peut être de l'eau, du thé, des jus de fruits frais. Il faut éviter tout ce qui est lourd, quoi, les viennoiseries, mais vous n'aurez pas très envie. Je vous le dis, mais bon, en fait, parce qu'en plus, vous ne seriez pas bien, quoi.
les choses très sucrées, les gâteaux, les choses grasses, le chocolat aussi qui est un peu lourd, etc. Donc tout ça, ça se fait naturellement en fait. Pas naturellement. Disons que de vous-même, vous n'avez pas vraiment envie de manger beaucoup, cela dit. Alors, après, eh bien après, moi, j'aime bien vous revoir au bout de 2 mois pour. Alors, bien, vous appelez Jennifer en général le lundi pour donner vos nouvelles après le week-end. Si jamais, pendant toute la durée du. Alors, moi, je vois tous les 2 mois, en moyenne. Je mets un petit coup d'écho sur votre ballon pour voir que tout va bien. Vous me racontez comment ça se passe. Je vois si à côté, le suivi se fait correctement, s'il n'y a pas des choses à revoir, peut-être si vous trouvez que vous ne perdez pas assez ou au contraire trop. Après, si jamais, pendant toute la durée, vous avez le ballon, tout va bien et tout d'un coup, vous avez des douleurs et des vomissements, il est recommandé de m'appeler en urgence. Peut-être que c'est rien, peut-être que c'est une gastro, mais il est possible qu'il y ait une complication qui sont rares, mais qui justifie le retrait du ballon. Un ballon peut se bloquer en bas de l'estomac. Si vous vomissez trop et que vous ne m'appelez pas, bon, eh ben, vous risquez que je ne puisse plus le retirer moi parce qu'il y aura trop de nourriture au-dessus. C'est un exemple. C'est de l'ordre de 0,5%. C'est très rare les complications. Mais le jour où ça arrive, il faut aller vite pour me contacter, pour que je puisse faire ce qu'il faut si besoin. Alors, la diététicienne, il faut l'avoir 2 fois par mois, à mon avis, parce que c'est un vrai travail de comportement, donc si c'est mieux. Ce n'est pas uniquement vous donner des listes et manger des haricots verts. C'est vraiment que de façon personnalisée, vous aider vous-même à vous positionner par rapport à votre comportement alimentaire et le modifier. Si vous avez une culture d'activité physique, très bien. Si vous ne l'avez pas, soit vous prenez un coach, soit un STAPS, SAPA, 1 fois par mois au moins pour faire un point et voilà, et reprendre. On reviendra tout à l'heure sur l'activité physique. Bon, le mental, gérer les prises alimentaires liées aux émotions, ça dépend des cas. Ça. Il y a des gens qui en ont besoin, d'autres pas. Alors là, vous aviez sur cette courbe à droite une étude que j'avais faite chez à peu près 150. J'avais comparé 2 ballons à l'époque, où il y avait à peu près 150 patients. Et vous voyez, ceux qui étaient bien suivis à l'époque, c'était pour moi à l'époque, mais je vais augmenter, c'était 1 fois par mois, au moins pendant 6 mois. Les gens perdaient bien. C'était des ballons de 6 mois. On les retirait au bout de 6 mois. Les gens perdaient en moyenne 15 kilos, 14-15, quoi. Et après, ils continuaient à perdre parce qu'ils continuaient le suivi. C'est sûr que le suivi, peut-être pas l'interrompre juste après l'ablation du ballon, parce qu'il n'y a plus la béquille. Par contre, ceux qui n'étaient pas suivis, ils perdaient moins, beaucoup moins. Et vous voyez, de l'ordre de 6 kilos, 7 kilos. Et par contre, là, ils perdaient encore un peu, mais après, à 6 mois, mais après, ils reprenaient au bout de 18 mois, parce que j'avais quand même rappelé les patients pour savoir. Vous voyez, donc quand il n'y a pas de suivi, il y a un risque de rechute. Donc, c'est important de faire le suivi le temps qu'il faut, et chaque personne détermine elle-même le temps qu'il lui faut pour se dire « Ah ouais, là, je sens que je suis bien. » Et que je peux m'en passer, sachant que dans la vie, s'il y a des coups durs, c'est peut-être bien de reprendre un petit suivi parce qu'on a quand même une sensibilité quand on a été en obésité. Le coût des ballons, c'est cher. Ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale pour l'instant. Il y a des tentatives avec des tutelles, dans certains cas le diabète, mais ce n'est pas encore finalisé pour l'instant et ça va prendre un peu de temps. Les ballons de 4 mois, le coût total pose ballon est de l'ordre de 10 850. Le ballon de 6 mois pose ballon dépose est de 3200, sachant que la dépose se paie au bout de 6, enfin sera réglée à la dépose 6 mois plus tard, qui est l'ordre de 1200 €. Et le ballon d'1 an vaut 400 € de plus que le ballon de 6 mois. Alors, la fibroscopie qui permet de poser les ballons de 6 mois et d'1 an, celle-là, comme c'est un acte diagnostic d'obésité, celle-là, elle sera prise en charge. Par contre, la dépose est complètement hors nomenclature. Alors, je vais vous demander là on va faire un petit break parce que j'ai beaucoup parlé, donc je préférerais vous écouter s'il y a des questions, Jennifer, parce que comme là, normalement, je vais avoir une patiente qui devait témoigner, bon, ça n'a pas été possible pour cette session. Jennifer, est-ce qu'il y a des questions? Oui, mais alors il y en a une. S'il y a eu un retrait de polype dans l'estomac, est-ce qu'on peut poser un ballon? Oui. Dans la mesure où un polype, c'est une petite cicatrice toute petite, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme une cicatrice
d'une gastrectomie qui est beaucoup plus longue. Oui. Après un polype, il faut voir quel type de polype. Si c'est un polype de 10 cm, c'est autre chose. Hein. Enfin, c'est exceptionnel. En général, c'est des petits polypes qu'on retire. Non, là, il n'y a pas de problème dans ces cas-là. Alors moi, là, c'est moi qui vais poser les questions parce qu'on n'avait qu'une seule question. Donc, n'hésitez pas encore une fois à poser les questions dans la bulle de discussion, n'importe lesquelles. Elles sont toutes bonnes à prendre. Mais là, je vais poser des questions. Je sais comment on me pose personnellement. Donc, comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de patients, quand je leur explique le protocole à suivre, ils sont inquiets sur le fait de voir un psy. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions, genre, est-ce qu'on est fou? Non, pas du tout. Du coup, je voulais vous poser la question, pourquoi doit-on voir un psy? Tout simplement parce que ça fait peur aux patients. Donc, est-ce qu'on peut développer un peu plus là-dessus? Leur expliquer pourquoi ils doivent voir un psy, en fait. Alors, en fait, en chirurgie de l'obésité, la consultation psychiatrique ou psychologique est impérative pour avoir l'accord en chirurgie. Nous, on n'a pas, c'est pas une obligation. Cela dit, l'expérience m'a montré que à terme, quand on a une technique d'aide à la perte de poids, il est important de se positionner, d'avoir un échange avec. Alors, c'est pas forcément un psychiatre, ça peut être qu'un psychologue, un psychiatre, c'est pas, je vais y revenir après. Et cet échange permet de personnellement se positionner par rapport aux relations émotion-nourriture que l'on a. Et donc, si jamais par la suite on rechute ou si on a des difficultés à perdre du poids, s'il y a un sujet là-dessus, peut-être se décider, peut-être à se faire prendre en charge, et c'est soi-même, hein, chaque personne prend sa décision elle-même, se faire prendre en charge sur ce plan-là parce que c'est ça qui bloque au niveau de la pérennité de la perte de poids. Après, dans certains cas, qui ne sont pas fréquents, il y a des troubles du comportement alimentaire qui sont importants, qui peuvent parfois justifier de faire avant le geste un travail pour mieux les gérer, sinon il y aura une inefficacité de la technique. Par exemple, la boulimie. Si on est boulimique, mais boulimique c'est rare, hein, mais ça existe quand même, c'est avéré, le ballon ne pourra pas gérer. Moi, quand j'étais très jeune, beaucoup plus jeune, j'en ai posé 2, il n'y a aucune efficacité possible, puisque c'est une pathologie qui fait que malgré le fait d'être malade, on continue à manger. Donc, entre autres. Donc, c'est pour ça que c'est une précaution, finalement. Bon, mais finalement, c'est très rare les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire qui justifient une contre-indication. C'est exceptionnel. Il y a parfois des gens qui sont un peu déprimés, mais ça, je le vois moi-même en possédant, et là, je leur recommande tout. Mais le but, c'est surtout, on a vu au fil des années, les chirurgiens comme nous, que le côté, la prise en charge émotion-nourriture est très important. Donc, c'est toujours bien d'avoir cet échange avec un professionnel de santé, qui est souvent d'avoir un psychologue plutôt qu'un psychiatre, pour pouvoir avoir une base de départ et y réfléchir plus tard si on pense que c'est nécessaire. Et moi, mon échange n'est pas du tout orienté, ce n'est pas mon métier. Donc, je préfère que vous ayez cette consultation. Par contre, c'est souvent des psychologues, hein, sauf si, alors bien sûr, il y a parfois des gens qui ont déjà un psychiatre, psychologue, ils vont voir le leur, il n'y a pas de problème, ils leur parlent de leur projet, c'est normal puisqu'ils travaillent avec eux. Ceux qui n'en ont pas, moi je leur conseille une psychologue de mon équipe et parfois un psychiatre quand vraiment je subodore qu'ils sont éventuellement déprimés. Un patient qui est sous traitement pour reflux gastrique, est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'il y a une... Alors, ça ne pose pas de problème, mais on ne pose pas le ballon quand il y a une hernie hiatale de plus de 5 cm, donc c'est assez rare. Donc, lorsqu'on fait la fibroscopie, l'examen juste avant la pose du ballon, si on a une très grosse hernie hiatale, mais bon, j'ai peut-être dû voir 3-4 dans ma carrière, on ne posera pas le ballon. Par contre, c'est aussi s'il y a une œsophagite importante, c'est-à-dire une inflammation de l'œsophage très importante, avant, on ne posera pas de ballon tout de suite, il faudra d'abord traiter. Donc, chaque cas est un peu différent, et puis on doublera peut-être la dose parce qu'on donne des traitements pour le reflux lorsqu'on a un ballon, parce que le ballon peut quand même donner un peu de reflux aussi. Donc, si on a déjà un reflux, peut-être qu'on doublera la dose d'antisécrétoire lors de la pose du ballon. Mais chaque cas est particulier, en fait. Chaque cas est différent. Quand la prise de poids est due à la ménopause ou alors à la rétention d'eau, ou d'ailleurs les deux, est-ce que la pose du ballon, ça fonctionne quand même ou pas? La ménopause, oui. La rétention d'eau, il faut voir avec un cardiologue, un néphrologue, un médecin spécialisé dans les vasculaires, quelle est la cause de la rétention d'eau. Le but du ballon, c'est de manger moins. Donc, si c'est juste de l'œdème, ce n'est pas une bonne indication. Par contre, la ménopause, oui, beaucoup de femmes à la ménopause prennent du poids.
Dans ce cas-là, le ballon va les aider à perdre du poids, mais il y aura tout l'accompagnement à côté parce que souvent aussi, celles qui prennent du poids, pas toutes, hein, mais un certain nombre, bon, elles ne prennent pas de traitement hormonal, parce que bon, maintenant, il y a quand même beaucoup moins de femmes qui prennent du traitement hormonal, donc c'est vrai que du coup, il y a une répartition des graisses différentes, qui en général, des cuisses remontent vers le ventre. Si elles ne pratiquent pas d'activité physique. Donc, le but, c'est aussi de modifier quelque chose dans leur vie. Et il faut peut-être reprendre une activité physique régulière, justement, pour ne pas reprendre après qu'on ait perdu avec un ballon. Mais c'est une bonne indication. J'ai pas mal de patients qui sont ménopausés, qui ont pris du poids à la ménopause. Ça fait partie des indications aussi, bien sûr. Alors, il y a une question, mais je ne la comprends pas vraiment. Donc, Brigitte, si vous pouvez me la reposer. Sinon, je crois savoir, mais bon, si jamais on perd du poids, hein, visiblement, c'est quelqu'un aussi qui doit avoir beaucoup de poids. Si on perd du poids au niveau de la peau, est-ce que, comment dire, la peau, elle est moins ferme du coup, forcément. Mais est-ce que dans ces cas-là, il y a peut-être une chirurgie ou quoi que ce soit qui peut être liée Alors, ou... moi, je comprends la question Oui, parce voilà, c'est ça. La peau ouais. tombe-t-elle? Voilà. On me la pose souvent, enfin, on ne me la pose pas souvent, on me la pose souvent. Alors, en chirurgie bariatrique, quand on perd 40 kilos en un an, il y a un sujet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont une slip gastrectomie, hein, c'est pas ce que je fais, hein, je ne suis pas chirurgien, il y a un certain nombre de gens qui font de la chirurgie réparatrice derrière. Nous, la moyenne de perte de poids d'un ballon d'un an, elle est de 18-20 kilos. Je n'ai pas ce genre de problème. On n'a pas ce genre de problème. Alors après, c'est vrai que si une femme a, par exemple, déjà des problèmes au niveau du ventre quand elle a perdu du poids, peut-être qu'elle fasse décider à faire une chirurgie ou des gestes au niveau du ventre. Mais moi, en pratique, j'ai très peu de gens qui ont posé ce problème. Je dois avoir une femme qui a fait faire ses seins, mais elle avait déjà des problèmes avant. Et sinon, non, j'ai des chirurgiens esthétiques qui m'envoient des patients qui effectivement perdent 10 kilos, mais ils avaient déjà prévu avant de le faire. Moi, en pratique courante, je ne vois pas trop ça parce que les gens ne perdent pas des quantités importantes de poids en un an. Enfin, elle est importante, mais moins que la chirurgie. Pour le suivi, il faut compter combien de temps? Et est-ce que c'est uniquement pendant la pose du ballon ou après aussi la pose du ballon? Alors, chaque personne est différente, mais pour moi, un suivi, c'est le temps qu'il faut, je dirais. Alors, c'est une réponse un peu, on pourrait dire, de Normand, mais en fait, c'est le temps qu'il faut. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'un suivi plus court. Une femme qui a pris du poids après 2 grossesses ou une grossesse qui a 15 kilos à perdre, mais qui n'avait pas de problème avant, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui combat son poids depuis l'adolescence et qui en a 50. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc, ça dépend des gens. Ça dépend aussi de chaque personne, comment sa motivation. Mais moi, pour moi, en pratique, le suivi, c'est au moins pendant la pose du ballon et après. Parce que quand il n'y a plus la béquille, tant qu'il y a la béquille, quand même, on est aidé. Donc, on profite de cette béquille pour perdre du poids, mais aussi pour changer de comportement alimentaire. Et quand on retire le ballon, il faut au moins le poursuivre quelques mois pour voir le temps qu'il faut, qui semble nécessaire, et c'est en discussion avec la diététicienne, le temps qu'il faut pour se dire je suis autonome, ça va, j'ai compris. Et on se sent comme c'est personnalisé, chaque personne s'arrête au moment où elle pense en accord avec sa diète que c'est suffisant. Par contre, ce qui est important, à mon avis, c'est dans la vie, quand un coup dur arrive, un problème au boulot, un problème personnel, et qu'on a déjà eu des problèmes de surcharge pondérale ou d'obésité, et qu'on sait qu'il y a un lien avec les émotions, c'est de retourner voir quelqu'un pour se faire aider dans des circonstances difficiles plus tard, peut-être 3 ans, 4 ans, 10 ans plus tard, à mon avis. De l'expérience que j'ai de mes patients, parce que j'ai quand même des gens qui reviennent 3-4 ans après reposer un ballon, qui ont bien perdu, ils ont perdu 20 kilos, il n'y a pas de problème, sauf que la vie aidant, voilà, le suivi a peut-être été arrêté un peu tôt, donc il y a quand même des rechutes, hein, et donc c'est pour ça que c'est un peu comme tout, quoi. Il faut que chacun, à un moment donné, se dise est-ce que là c'est bon, en accord avec sa diététicienne, voire sa psychologue s'il y en avait une, ok, je suis autonome, très bien, mais on reste sensible, on le sait. Du coup, vous avez aussi répondu à une des questions. Est-ce qu'on peut poser plusieurs fois de suite un ballon? Et est-ce qu'on peut changer, par exemple, faire un 6 mois, un an, 6 mois, 4 mois Oui, tout est possible. Alors, il n'y a pas 7 mois, en général, c'est 4 mois, 6 mois ou un an, mais on fait ce qu'on veut. Par contre, oui, bien sûr. Il y a même parfois des gens qui, quand ils ont posé un ballon de 6 mois, trouvent qu'ils n'ont pas perdu assez, que finalement, ils ont besoin d'une béquille plus longtemps, et qui, quand je le retire, je repose un ballon un peu plus gonflé en le retirant. Vous voyez, tout est possible, en fait. Mais l'idée, c'est quand même d'optimiser au maximum la pose d'un ballon
voilà, ce serait mieux. C'est mieux quand même, parce que bon, à chaque fois, il faut payer, à chaque fois, il faut revenir, à chaque fois. Si on peut, c'est bien. Mais il n'y a pas de problème. Moi, c'est vrai que j'ai des patients à qui j'ai imposé un deuxième ballon, bien sûr. Par exemple, souvent, c'est même des gens qui avaient arrêté de suivre un peu tôt, qui ont des coups durs dans la vie, comme chacun d'entre nous, et qui ont repris. Mais quand ils reviennent, ils ont compris que le suivi, c'est important. Est-ce qu'il y a un âge minimum et maximum pour la pose d'un ballon? C'est l'âge physiologique. Alors, l'âge minimum, bon, il y a le problème des adolescents. Les adolescents, je ne suis pas contre, mais chaque fois que j'en ai posé, c'est compliqué, les adolescents, parce qu'il faut que ce soit eux qui soient motivés, pas leurs parents, et qu'ils soient assez mûrs pour pouvoir bénéficier d'une perte de poids durable. Donc là, je prends beaucoup de précautions. Voilà, on va à la psychologue, à la diététicienne, on décide ensemble, etc. Bon. Sinon, bon, après l'adolescence, il n'y a pas de problème. Après, la limite de date dans l'âge, c'est l'âge physiologique. Quelqu'un, moi, j'en pose à 60 ans, 65 ans. Si la personne en a besoin et qu'elle est en bon état physiologique, qu'elle n'a pas des maladies trop... Enfin, voilà. Bien sûr, il n'y a pas de limite, comment dire, théorique. Après, d'où l'intérêt des consultations. Chaque personne est différente. Voilà. Donc, mais bien sûr qu'on peut aider les gens, même quand ils sont à 65 ans. Si la prise de poids est hormonale, ménopause ou autre, sans excès alimentaire, est-ce que du coup, le ballon, encore une fois, est recommandé? Est-ce que ça dure dans le temps? Est-ce que ça fonctionne? Tout dépend de la cause. Ça, c'est cas particulier. En fait, quand on est en consultation, il faut voir quel est le problème hormonal. Si c'est une hypothyroïdie, par exemple, il faut équilibrer l'hypothyroïdie. Donc, moi, parfois, je fais un bilan sanguin quand je vois les gens en consultation, avant de les revoir, et de faire l'écho et de voir le bilan de la diète. Quand je vois que la CSH, qui est l'hormone donc, thyroïdienne, le bilan thyroïdien est perturbé, je demande d'aller voir un ou une endocrinologue pour qu'il l'équilibre, parce que sinon on va avoir du problème pour perdre du poids, si on est en hypothyroïdie. Donc ça dépend du problème hormonal. Est-ce que vous avez par hasard des pourcentages de rechute ou justement de réussite? Alors il y a une vieille étude qui est peut-être un peu à revoir, mais qui a montré que 40% des gens ne reprennent pas du tout à 2 ans. C'est des gens qui sont très bien suivis en fait. Mais c'était une étude, bon, elle est un peu ancienne, etc. Donc voilà ce que je peux répondre. Après, moi, de mon expérience, les gens qui ne reprennent pas, c'est les gens effectivement qui ça a été le starter, ça a été un déclic. Ils ont changé de mode de vie au niveau de leur comportement. Donc, ils se sont fait aider. Et tout. Voilà. Quand c'est comme ça se passe bien. Et les gens, et qu'ils reprennent une activité physique régulière, ça se passe bien. Après, comme je dis, s'il n'y a pas un suivi suffisant, mais pas du fait, ce n'est pas un jugement que je porte, c'est parce que les gens, la vie, quoi. Puis, en plus, il y a beaucoup de gens quand même qui croient, un certain nombre de gens qui croient, quand ils ont perdu 15 kilos, que c'est gagné, quoi. Mais ce n'est pas gagné, en fait. Donc voilà, donc une seule étude sur le suivi à long terme. Et dernière question, les consultations sont-elles intégrées dans le tarif? Et sinon, y a-t-il une facilité de paiement sur la dépose du ballon? Alors non, les consultations ne sont pas intégrées dans le tarif. Ça, ce que je vais donner, c'est les tarifs pour pose, dépose, ballon. Par contre, c'est une prise en charge de l'obésité, donc elles sont prises en charge par la sécurité sociale, puisque quand je fais une échographie pour rechercher un foie graisseux, ça c'est pris en charge. Quand je fais un bilan d'obésité, je prescris des examens pour voir s'il y a la férinité élevée, enfin bon, un certain nombre de choses. Ça, c'est un bilan d'obésité, c'est pris en charge par la sécurité sociale. La fibroscopie à la recherche de reflux dans le cadre d'une obésité aussi est prise en charge, donc c'est pour ça que vous ne la réglez pas dans le cadre de la pose de ballon quand il y a une fibroscopie. Voilà, des facilitements, oui, il y en a. Par contre, il faut impérativement, déjà, vous payez la dépose qu'à la dépose, c'est-à-dire 6 mois ou 1 an après, quand c'est un ballon de 6 mois et d'1 an. Par contre, il faut payer le ballon impérativement avant, voilà, le coût du ballon. Parce que moi, j'ai eu des gens à qui j'ai fait des facilités de paiement, puis qui n'ont pas payé le ballon, donc c'est moi qui ai dû le régler. Alors, voilà, je ne suis pas une banque. Donc, on paye le ballon avant. Et c'est quand même ce qui est le plus coûteux. Voilà. Mes honoraires, ceux-là-ci, on peut faire en plusieurs fois. Lors de la pause, il y a une prise en charge, puisque c'est remboursé par la mutuelle, le forfait hospitalier. Et la dépose, pareil, les honoraires, ceux-là-ci, on peut les payer. La clinique, il faut la régler, mais voilà. Mais le ballon, il faut le régler au moins 15 jours avant. Lors de la deuxième consultation,
les gens, quand ils ont décidé de poser le ballon, ils régleront qu'on puisse le commander. Je referai un petit point dans la bulle de discussion, mais juste pour vous dire aussi que la première consultation peut être faite soit au cabinet, soit en visio, pour information. Voilà, pas d'autres questions sinon. Ok, bon, on va passer à la deuxième technique. Qui est donc la technique de résection, de diminution de la taille de l'estomac par le système Overstitch, qui est donc l'endosleeve ou sleeve gastroplastie endoscopique. Alors, comment ça marche? Ça, c'est un endoscope qui permet de faire les examens de l'estomac, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la diapositive. Et là, on a un système qui permet de faire un surjet au bout, qu'on met au bout de notre endoscope, notre tube qui sert à faire les examens, et on peut faire un surjet. Vous voyez, on a une aiguille, on fait des points, et à la fin, on coupe et on serre. Et donc, ça permet... Alors, ça, c'est un estomac, vous voyez, on réduit cette partie-là de l'estomac, on ne touche pas au bas, on réduit la partie moyenne haute de l'estomac, et on fait un surjet. Donc, il y a par exemple là 1, 2, 3, 4, 5 points. Ensuite, on serre, on coupe. Ce qui donne, sur ce film, enfin explicatif, donc ça c'est les chirurgiens qui font ça, ils retirent et les aliments solides passent dans un conduit qui est plus petit, donc forcément il y a une rétention. Et ça donne, je vais me gêner là, voilà. Et ça donne donc ça, vous voyez, en haut, on ferme, vous voyez, on fait à chaque fois un point, on ferme, on remonte. Voilà. Voilà le principe. Alors, donc, le tube est introduit avec le montage du système qui permet de l'extérieur de faire là, c'est pour vous montrer la région où on va faire nos sutures. Et donc, comme je vous ai expliqué sur la photo, on fait un premier point, puis un deuxième, puis un troisième. Alors, on fait ce qu'on veut, on s'adapte à votre estomac. C'est ça qui est bien dans cette technique. C'est qu'en fait, on réduit la taille de votre estomac en fonction de votre anatomie à vous. Donc, on fait entre 3 et 7 sutures. En moyenne, c'est 5. Voilà, premier point, première suture, deuxième suture, troisième suture, et on remonte tranquillement de façon à réduire toute cette partie de l'estomac qui s'appelle le fondus. C'est un terme technique, mais on ne touche pas au bas, en fait. Hein. On fait surtout cette portion-là, comme les chirurgiens, d'ailleurs. Les chirurgiens, ils coupent, mais nous, on ne coupe pas. Voilà le principe. Alors, les résultats, en fait, c'est plutôt une perte de 20 kg en 6 mois. Donc, c'est plus que les ballons. Et en principe, en moyenne, dans les études, c'est 17% du poids de départ. Donc, si vous avez fait 90 kg, vous perdez environ 16 kg en 6 mois. Avec un effet durable dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, les sutures, elles vont rester. Elles sont non résorbables. Les fils sont non résorbables, ce sont des fils. Hein. On peut les couper, mais en fait, comme c'est compatible avec l'organisme, on n'y touche pas, en fait. Et l'outil va durer 18 mois, 2 ans environ. Donc, vous avez un outil plus long pour être suivi et pour pouvoir vous faire suivre au niveau comportemental et reprendre une activité physique régulière. Mais il faut une prise en charge. Il y a parfois des gens qui arrêtent trop tôt la prise en charge, qui ont bien perdu 15 kilos en quelques mois. Il y a des risques de rechute si on ne fait pas, c'est comme ce que j'ai dit pour les ballons, si on ne fait pas un suivi suffisant. Après la sleeve gastroplastie, les suites sont simples en fait. Les gens le font, soit ils sortent le soir, soit ils sortent le lendemain matin. Je laisse le choix, mais on peut, comme j'ai fait le matin, c'est le jeudi ou le vendredi matin, sortir le soir, et puis moi, je vous rappelle le lendemain, voir si tout va bien. C'est surtout des crampes qu'on a, des douleurs, des spasmes, en fait, parce que je fais des points quand même, donc ça sert. Donc, le lendemain, les jours qui suivent, en quelques jours, ce sont douleurs. Alors, ça s'aide beaucoup, je vous donne des antalgiques de l'Ixprime en particulier, pour prévenir, et avec ça, ça va très bien. Il y a du spasfon, il y a ce qu'il faut comme traitement. On vomit très peu. Je vous donne quelque chose pour prévenir, pour protéger mes sutures, mais sincèrement, on vomit très peu.
Arrêt de travail. Alors, pourquoi un arrêt de travail de 4 à 8 jours? Parce que vous allez à un régime liquide pendant quelques jours, une petite semaine, une semaine même, qui peut être fatigant pour certains, surtout s'il y a des transports. Voilà. Complications peu fréquentes pour avoir des saignements, on fait les moustaches nous-mêmes. On vous donnera des antibiotiques pour prévenir un éventuel abcès sur un hématome, parce qu'il peut y avoir un petit hématome. Bon. Ça se passe bien. Les barbaris pour prévenir l'embolie pulmonaire, ça dure 1 heure, c'est sous anesthésie. Ça se passe pas mal. Franchement, ça se passe pas mal. Le risque de brèche de la paroi gastrique est exceptionnel, pas décrit vraiment dans les études, mais enfin, c'est quand même de l'interventionnel. Donc, s'il y avait un problème, on le réglerait, mais ça doit être exceptionnel puisque personne ne le décrit vraiment. Alors, au départ, pendant la première phase, alors c'est 10-15 jours, maintenant j'ai baissé, je suis plutôt à 8-10, 8. C'est plutôt des liquides, genre bouillon, tisane. C'est pour protéger les sutures. Je vous donne des sachets de protéines, du lactimel protéiné pour que vous ayez un boost de protéines et de calories quand même pour vous teniez. Voilà, c'est un peu un jeûne thérapeutique, mais vous le supportez très bien en général parce que vous n'avez pas très faim, tout simplement. Après, il y aura une phase semi-liquide pendant 8 jours, peu sucrée, fractionnée. Il faut bien écouter ses sensations alimentaires. Je sens que je suis rassasiée, j'arrête. C'est des légumes en purée liquide ou en potage, des produits laitiers allégés, des jus de fruits, du lait. Et puis une phase mixée 8 jours, là, il faut bien mastiquer. C'est tout ce qui est mouliné, quoi, viande, poisson, purée, etc. Et au bout de 3 semaines, en général, on reprend une alimentation normale et on écoute bien ses sensations alimentaires. Les patients me le disent. Là, j'ai un peu dépassé parce que c'est mécanique au début. Mais après, il faut que le cerveau reprenne le contrôle des choses. Donc, d'où l'intérêt du suivi pour pouvoir écouter essentiellement, bien travailler ses sensations alimentaires. Mais si vous dépassez au début, ça peut arriver une fois ou deux que vous sentiez que vous avez trop mangé et qu'il va falloir diminuer les quantités la fois d'après. Par exemple, le dessert, vous le gardez pour plus tard dans l'après-midi. Ça se passe bien en général. Alors par contre, c'est cher parce que le matériel est très coûteux. Ce matériel qui sert à faire donc le geste coûte déjà 3 400 €. C'est du jetable qu'on met à la poubelle en fin de procédure. Donc ça monte à 6 960 €, ce qui est plus cher que les ballons. Et ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, même si, pareil, les constructeurs, ceux qui commercialisent, sont en train d'essayer avec les tutelles, dans certaines indications comme le diabète, parce que ça marche très bien sur le diabète, de faire une prise en charge de sécu. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, pareil, donc, la personne, c'est celle qui a un problème familial qui n'a pas pu donc, venir ce matin. Est-ce que vous avez des questions, Jennifer? Non, mais moi, je vais en poser. Donc, a priori, le protocole est le même pour le ballon et la sleeve, du coup. Oui, sauf que la seule chose qui compte, la seule chose qui est différente, pardon, c'est que j'aime bien faire la fibroscopie de la sleeve 15 jours avant, entre 1 semaine et 3 semaines avant, parce que si l'estomac est inflammatoire, je préfère le traiter avant de faire des points, parce que ça saignera plus facilement. Donc, alors que le ballon, je fais la fibroscopie juste avant la pose du ballon. Si j'ai la moindre ulcération, je reporte la pose du ballon. C'est la seule différence entre les deux. Sinon, le bilan est strictement le même. Et le suivi est recommandé pareil. Alors, encore une fois, il n'y a pas eu de questions, mais les questions que je pose, c'est parce qu'elles sont récurrentes et qu'on me les pose souvent au téléphone. Si on a eu une sleeve chirurgicale, peut-on faire une sleeve endoscopique? Oui. Et Quand on vice-versa. a repris du poids, ce qui arrive quand même aussi, comme quoi il y a aussi des rechutes avec la chirurgie, on peut réduire si la portion qui a été réduite par la chirurgie est de nouveau dilatée, on peut refaire des points pour réduire cette portion de l'estomac, bien sûr. Y a-t-il pour cette méthode aussi une facilité de paiement? Oui, oui. Moi, mes honoraires, on peut les payer en plusieurs fois. La clinique accepte qu'on paye en 3 fois le budget de la clinique et l'anesthésiste accepte aussi. Et c'est un one-shot. Il n'y a pas de plus tard, je retire. Donc, c'est en une fois qu'on fait le. Donc, il n'y aura pas de dépenses après. Donc, oui, bien sûr. Justement, en parlant du one-shot, les fils qui sont mis, du coup, est-ce que, visiblement, vu que c'est un one-shot, il n'y a pas de nouvelles opérations, mais est-ce qu'il y a un risque comment dire, que les fils partent et que, du coup, il y a une prise de poids qui se fasse ou quelque chose comme ça? Alors, sur les sutures, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui partiront. Oui, mais ce n'est pas pour autant que les gens vont perdre moins de poids.
la plupart vont rester. Par contre, c'est des fibres non résorbables donc qui sont compatibles avec l'organisme. Si vraiment, par exemple, quelqu'un est gêné parce que psychologiquement, ça le gêne d'avoir des fils qui restent, on peut toujours les couper. Hein. Voilà, on a des ciseaux, on peut les couper. Hein. Mais bon, on ne le fait pas. Par contre, il est bien clair qu'au bout de 18 mois, 2 ans, l'estomac va se redilater. Même en chirurgie, après chirurgie, on réduit la taille de l'estomac se redilate au bout d'une centaine d'années. Là, c'est à peu près 18 mois, 2 ans. Ouais. Mais maintenant, on fait plus de sutures qu'avant, donc c'est vrai qu'il y a moins. Le fait il a été montré que le fait qu'il y a un peu moins de sutures au bout d'un an, même s'il y en a une ou deux qui sont parties, ça ne change pas grand-chose sur la perte de poids. Quelqu'un qui a un IMC à 29,8, du diabète et de l'hypertension, peut-elle faire une sleeve? Oui. Oui. Oui, Alors, normalement, c'est 30, mais c'est vrai qu'on commence maintenant à aller un peu plus bas. À l'étranger, ils en font plus bas. Et alors, en plus, il y a diabète, hypertension, ça ne se pose pas. 29,8, c'est quasiment 30. Donc, il n'y a pas de sujet là. Ouais. Alors, par contre, la personne a mis prise en charge sécurité sociale, mais n'empêche que la sleeve par comptant. Alors, peut-être que le diabète et l'hypertension est pris en charge par votre sécurité sociale. Néanmoins, la sleeve elle-même ne sera pas prise en charge, attention. Non, non. Elle est prise en charge. Il y a la chirurgie qui peut être prise en charge quand on a un IMC à 35 associé à hypertension artérielle ou diabète. Mais là, l'IMC est à 29,8. Donc là, non, il n'y a pas encore de prise en charge pour l'instant. Moi, là, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas d'autres questions. Donc, on va continuer. Alors, comment maintenir? Parce que c'est quand même un chapitre. Bon, les gens viennent surtout réunion pour les techniques, mais c'est important de comprendre que pour maintenir une perte de poids, il faut changer quelque chose parce que sinon, les mêmes causes pourront reprendre les mêmes séances. J'insiste beaucoup parce que c'est tellement important, surtout qu'on a investi psychologiquement, personnellement, financièrement sur des actes, que ce soit d'ailleurs endoscopiques et même chirurgicaux, même si je ne suis pas chirurgien, c'est la même chose. Il faut changer son comportement et reprendre une activité physique régulière pour maintenir sa perte de poids de façon durable. Alors, c'est pour ça qu'il faut un coaching personnalisé avec du rééquilibrage alimentaire, mais aussi une approche comportementale, gérer le rassasiement, la satiété, la faim, la notion de faim, et la prise alimentaire avec les émotions, et reprendre une activité physique. Alors, en pratique, ça veut dire quoi, le rééquilibrage alimentaire? C'est une consultation, à mon avis, 2 fois par mois, pour avoir des repas équilibrés, parce que si on saute les repas, on risque d'avoir des hypoglycémies qui font qu'après, on ne contrôlera pas nos apports. Après, il faut en manger quand on a faim. Il ne s'agit pas de manger systématiquement un petit déjeuner si on n'a pas faim le matin. Mais ne pas se mettre non plus en restriction calorique, parce que quand on se met en restriction calorique, au bout d'un moment, ça marche, et puis ça ne marche plus, parce qu'on a des frustrations, des rechutes et des sentiments de culpabilité. Alors, c'est vrai qu'au début, avec la cive et le ballon, on n'a pas faim, donc on peut se le permettre, c'est vrai. Mais quand ensuite on va être dans sa vraie vie, quand l'outil sera moins efficient, ou pas efficient quand il sera reparti, le ballon, ou après 2 ans ou 18 mois après une sleeve, il faut être comme les gens qui n'ont pas de problème de poids, c'est-à-dire manger à sa faim, manger en écoutant ses sensations et ne pas se restreindre. Donc, il faut apprendre à faire des recettes faciles et rapides avec les produits de saison pas trop chers, parce que si on mange que des aliments ultra transformés, c'est plus palatable, c'est plus calorique, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on a encore plus faim parce qu'il y a moins de vitamines et d'oligo-éléments et de choses qui rassasient. Donc, du coup, il faut aller un peu plus vers la good food. C'est pour ça qu'il faut apprendre à cuisiner quand on cuisine pas. Et même si on n'a pas le temps, il faut s'organiser pour avoir au moins des choses à cuisiner dans son frigidaire et dans ses placards. D'où apprendre à gérer ses courses, évidemment, participer éventuellement, si vraiment on part de loin, à des ateliers de cuisine, mais il faut vraiment maigrir avec plaisir, parce que la nourriture, ce n'est pas comme le tabac, ce n'est pas comme l'alcool, c'est quelque chose qui fait partie de la vie et de la convivialité et de la vie de tous les jours. Et il y a un côté hédonique, quoi. Donc c'est important de se faire plaisir. Donc l'approche comportementale, en fait, ce n'est pas uniquement je mange équilibré, parce qu'en fait, manger équilibré, oui, mais en fait, on mange en fonction de plein de choses. Les plus importantes, c'est les habitudes, comment on a été élevé, les émotions. Je me suis disputée avec mon patron, je mange une tablette de chocolat. Ça, qui ne l'a pas fait? Enfin, beaucoup de gens l'ont fait. Ce que je pense, manger du chocolat, jamais, parce que ça va grossir. Enfin, si vous mangez un carré de chocolat ou 2 carrés, ça ne va pas vous faire grossir. Le besoin physique aussi, si vous faites de l'activité physique, vous avez plus faim. Mais aussi l'éducation, ce n'est pas la même chose. Quand on a, comme je disais tout à l'heure, été élevé à finis toujours ton assiette, voilà, non, il faut manger à sa faim en fait. Hein. La religion, la culture, la santé, si on est diabétique, donc le régime n'est pas le même,
même l'hypertension artérielle, et l'état financier, parce que manger des fruits, des légumes, des choses saines, c'est bien, mais ça coûte cher, sauf qu'il faut s'adapter aux produits de saison, en fait. Et donc, il faut cuisiner un petit peu. Et tout ça va déterminer la prise alimentaire. Autrement dit, il y a à la fois le système j'ai faim, j'ai plus faim, mais il y a aussi le système j'ai envie, je n'ai plus envie, le système dit hédonique. Et c'est ça le contrôle comportemental. Ce n'est pas uniquement de manger équilibré. C'est pour ça que quand on vous donne des listes, si une diététicienne vous donne des listes, manger des haricots verts, ça ne va pas suffire. Il faut qu'elle vous aide au niveau du comportement. Et chaque personne a un comportement différent. Donc, c'est vraiment une approche personnalisée. Il faut retrouver la notion de faim et de rassasiement. Ça veut dire faim, c'est j'ai plus faim. J'ai plus faim. Le rassasiement, c'est je n'ai plus envie. Et ce n'est pas la même chose. Parce qu'on peut avoir envie de continuer, il y a le dessert qui arrive, mais on a tellement bien mangé avant, il faut se dire, est-ce que vraiment, voilà, quoi, est-ce que vraiment j'en ai envie, quoi. Écoutez ces sensations alimentaires, c'est-à-dire manger en pleine conscience, éviter de manger à la télé, éviter de manger en 5 minutes. Le cerveau, il a besoin de 20 minutes pour savoir que vous n'avez plus faim. Si vous mangez en 10 minutes, faites le calcul, ça va être difficile. Observez tout ce qui déclenche la prise alimentaire. Vous êtes super stressé, vous passez d'acheter le pain, manger la baguette. Bon, essayez pour mieux les gérer votre prise alimentaire avec les émotions, éviter la restriction, comme je sais, qui évite le yo-yo. Et parfois, comme je disais tout à l'heure lorsqu'on a posé des questions, il peut arriver que vous ayez un vrai trouble du comportement alimentaire qui nécessiterait une prise en charge psychologique. Ça peut arriver, mais ce n'est pas si fréquent, mais voilà, il faut se faire aider, c'est tout, c'est pas grave. Manger en pleine conscience, du temps pour soi. Souvent, les femmes, 2 enfants, je travaille, elles n'arrivent pas, quoi. Elles ont pris 10 kilos avec la première grossesse, 5 avec la seconde, elles n'arrêtent pas, elles gèrent toute la famille, elles gèrent leur boulot, elles n'ont pas le temps. Eh bien si, il faut prendre un petit peu de temps et pour demander à votre conjoint de prendre un peu les enfants en charge, parce qu'il faut parfois manger en pleine conscience, c'est-à-dire déguster ce qu'on mange, se faire plaisir et prendre soin de soi. Et ça, si vous ne le faites pas vous, ce n'est pas les autres avec qui vous occupez de tout le monde qui vont vous dire de le faire. L'activité physique, ce n'est pas forcément du sport. C'est quoi l'activité physique ? Ça peut être, alors, effectivement, le sport, bon, il y a plein de sports possibles, la gymnastique, la course à pied, mais l'activité physique, c'est aussi le vélo, le bricolage, le jardinage, par exemple. Donc, il faut que vous trouviez quelque chose qui vous plaise, parce que si vous dites, je vais à la salle de sport, je m'inscris. En général, tout le monde n'y va pas parce qu'on est inscrit, mais on n'y va pas forcément. Mais si vous inscrivez à la salle de sport, vous n'y allez pas, c'est peut-être aussi que vous n'avez pas forcément envie, même si vous ne trouvez pas le temps. Par contre, si vous avez quelque chose qui vous plaît dans votre quotidien, vous irez plus régulièrement, au moins une fois par semaine. Si vous aimez, par exemple, jardiner, ça fait partie de l'activité physique. Donc, c'est intéressant pour ça d'aller voir ce qu'on appelle les STAPS SAPA parce qu'ils peuvent déterminer votre niveau d'activité physique et vous donner des conseils pour l'augmenter en fonction de votre emploi du temps, de vos désirs, de vos goûts, parce que c'est du long terme. Si vous faites un truc qui ne vous plaît pas, il y a un moment donné, vous allez le lâcher. Et ça ne va pas être idéal. L'accompagnement psychologique permet de réfléchir sur son rapport émotion-nourriture, se préparer aussi à la procédure, et aussi, certaines personnes, quand elles perdent beaucoup de poids, elles se voient encore grosses. Donc ça permet de gérer. Bon, c'est moins vrai chez nous, les endoscopistes, que les chirurgiens. Parce que quand on perd 40 kilos en un an, c'est quand même un sujet. Mais ça peut arriver. Et puis, ça permet d'entretenir la motivation. Parce que la motivation, au début, on l'a, et après, elle peut s'estomper, surtout quand la vie reprend le dessus. Donc, parfois, on manque de temps, parfois, on habite loin, il n'y a pas forcément des gens qui vont vous aider. Donc, on peut faire des visios. Les téléconsultations sont beaucoup développées avec le Covid. Moi, j'en fais d'ailleurs beaucoup maintenant. Et il y a aussi des études qui ont montré que pour un ballon gastrique, le suivi en visioconférence est aussi efficace que le suivi en présentiel. C'était une étude, il y avait près de 800 patients. Donc, n'hésitez pas, méthode Co, bon, moi je les connais, donc effectivement, mes patients font des bilans chez eux assez fréquemment et des suivis. Mais en fait, l'intérêt, c'est où je veux, quand je veux, et ça s'intègre dans mon quotidien. Et je n'ai pas le transport. Quand on habite loin, le transport, c'est un sujet. Quand on bosse, ce n'est pas toujours évident de trouver 2 fois par mois pour aller voir la diététicienne. Et si on rate un rendez-vous, parfois, on se sent coupable et on n'y retourne pas. Là, après, vous devez avoir le suivi qui vous convienne. Si vous devez voir les gens, vous les voyez. Mais il ne faut pas lâcher, quoi. Et donc, la visioconférence permet de voir les gens quand même et de le faire en l'intégrant dans son emploi du temps.
Voilà. Bah, écoutez, j'ai fini, j'ai beaucoup parlé. Je suis prête à répondre à toutes vos questions. Et puis sinon, ben, voilà. Bah, il n'y en a qu'une. La perte de poids est-elle uniforme sur le corps et la graisse fond-elle également sur le ventre? Alors, la perte de poids, elle est fonction de ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous êtes bien suivi, vous mangez équilibré et que vous pratiquez une activité régulière, vous perdrez votre masse grasse et pas votre masse musculaire. Si vous faites une technique et que vous mettez en restriction, vous ne mangez rien, peu, et que vous ne pratiquez aucune activité physique, vous risquez de perdre de la masse musculaire. Et ça, ce n'est pas très bon parce que votre métabolisme de base, c'est ce qu'on consomme en calories, c'est un terme technique qui explique combien on consomme en 24 heures si on ne bougeait pas. Si on était allongé, qu'on ne mangeait pas, qu'on ne bougeait pas. Il est adapté à la masse musculaire. Donc, si vous faites fondre votre masse musculaire en vous restreignant, c'est le principe des régimes hypocaloriques qui exposent au yo-yo. Et ben, quand vous arrêterez ce régime très restrictif, en ayant perdu la masse musculaire, votre métabolisme de base, il aura baissé et donc vous prendrez plus facilement du poids. Donc, quand on a une technique qui vous aide à perdre du poids, c'est le suivi et de manger relativement équilibré qui permet de perdre que la graisse. J'ai une question. J'ai 10 kilos pour arriver à un IMC normal. Dois-je perdre plus? Ben non, si vous avez... pour avoir une marge. Non, pas forcément. Pas forcément, c'est un peu fonction de l'angoisse que vous avez, mais moi, non, si vous avez 10 kilos à perdre, ben, perdez 10 kilos. Voilà, pas besoin de perdre plus. Après, c'est difficile de savoir à l'avance si vous allez perdre 10 ou 11 ou 12. Hein. Enfin, entre 8 et 10. C'est-à-dire, quand on se dit je vais 10, il faut. Voilà. Après, l'intérêt d'un ballon, par exemple, c'est qu'on peut le retirer quand on veut. J'ai une patiente qui m'a appelé hier, qui m'a dit bah, j'ai perdu 15 kilos, j'ai encore 2 mois, mais je perds encore. Moi, ça me suffit, j'aimerais bien le retirer avant. Pas de problème, on peut le retirer avant, bien sûr. Alors j'ai la fameuse question qu'on me pose à chaque fois. Si je décide de poser un ballon, au mieux, quand sera-t-il installé? Eh ben, ça dépend de vous. Si vous voulez prendre votre temps, si vous voulez aller vite, si vous faites les rendez-vous diète et psy en une semaine, c'est pas pareil que si vous les faites en un mois. Il y a aussi évidemment notre agenda à nous, mais bon, ça dépend de quand même pas mal de choses. Donc, je peux pas vous dire, oui, c'est sûr, dans 3 semaines, jour pour jour, vous ferez la pose du ballon. Maintenant, évidemment, ce sera pas, si vous voulez aller vite, ce sera pas 6 mois, ce sera pas 1 an. Ça, c'est sûr. Mais ça dépend aussi quelle période dans l'année, s'il y a des ponts, s'il y a des vacances, etc. Mais bon, globalement, ça peut être sur 1 mois, comme 2 mois, 3 mois ou 6 mois, si encore une fois, vous voulez prendre votre temps. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Mais si vous voulez aller vite, ça ne prendra pas 3 mois, 4 mois, 5 mois. Voilà ma réponse. Oui, bah, c'est ce que je pense que Jennifer a raison. Globalement, les gens, quand ils viennent, ils sont relativement motivés. Globalement, c'est 1 mois à peu près. Après, c'est vrai que s'il y a des vacances, s'il y a des ponts, je ne pose pas de ballon avant de partir en vacances et je ne pose pas de ballon si je ne suis pas là le week-end d'après pour vous suivre, quoi. Bon, après, j'ai des collaborateurs qui peuvent être là, mais en général, au cas où il y a un problème, je préfère être là. Et en général, c'est 1 mois, je dirais, en moyenne. Si vous vous motivez pour faire... Ce qui peut être un facteur limitant, c'est la consultation, parce que les consultations sont chargées. Donc, dès que vous avez fait la première consultation, c'est important de prendre vos rendez-vous de diète, de psychologue et de faire votre prise de sang et d'emblée de prendre la deuxième consultation avec moi, parce qu'après, il n'y a plus qu'à la faire. Et une fois que j'ai vu toute la synthèse, il n'y a plus qu'à prendre un rendez-vous pour la pose du ballon. Voilà, sinon, il n'y a pas d'autres questions. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette réunion d'information. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler des techniques et de l'accompagnement. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus d'informations au cabinet. Voilà. Au revoir tout le monde. Bonne journée, bon week-end.